Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Cette semaine, dans un retournement de situation surprenant, le président Trump a organisé un sommet de haut niveau sur l'Afrique à la Maison-Blanche. Sans aucun doute, cet événement a peut-être été organisé dans l'esprit des sommets annuels sur l'Afrique, accueillis par la Russie, ou du sommet FOCAC organisé chaque année par la Chine. Ainsi, la course à l'Afrique semble désormais officiellement lancée. Eh bien, pas tant pour l'Afrique elle-même, bien sûr, mais pour ses ressources stratégiques. Alors que les nations africaines, les unes après les autres, ont poussé la France et d'autres anciennes puissances coloniales hors de leur territoire. Elles veulent retrouver leur souveraineté et cesser d'être exploitées. À la Maison-Blanche cette semaine, des dirigeants du Gabon, de la Guinée-Bissau, du Libéria, de la Mauritanie et du Sénégal se sont réunis pour un déjeuner avec Trump. Mais il ne s'agit pas de simple opération symbolique. Derrière les poignées de main et les sourires se cache un véritable jeu géopolitique, centré sur les minéraux critiques, la migration et la lutte stratégique de l'Amérique avec la Chine et la Russie sur le continent africain. Avant d'entrer dans les détails, je pense qu'un peu d'humour ne fera pas de mal ici. Bien sûr, ce n'est pas vraiment drôle. En réalité, c'est très triste. C'est embarrassant. Dans un moment totalement embarrassant, Donald Trump a dit au président libérien, et je vais citer ici, il a dit « Vous parlez un anglais si beau, où avez-vous appris à parler anglais aussi bien ?» alors que l'anglais est la langue nationale du Libéria. Et en plus de cela, le président des États-Unis a peut-être oublié que le Libéria est un État qui a été créé par des Américains. Il a été créé par l'American Colonization Society en 1822 dans le but d'établir une colonie en Afrique de l'Ouest pour les Afro-Américains libres qu'ils ont aidé à rapatrier à l'époque. Regardez maintenant un extrait. Je tiens à vous remercier énormément pour cette opportunité. Eh bien, merci. Et quel bel anglais. Un anglais si magnifique. Où avez-vous appris à parler aussi bien? Où? Avez-vous été éduqué où? Au Libéria? Oui. Eh bien, c'est très intéressant. C'est un anglais magnifique, vraiment. Cela en dit long, n'est-ce pas? Surtout si l'on connaît l'histoire du Libéria et le rôle des puissances occidentales, non seulement dans la création, mais aussi dans la gestion de l'État. Alors que l'administration Trump avait auparavant réduit l'aide, durci les règles de visa et imposé des interdictions de voyage à des pays africains, elle tend désormais la main à 5 pays soigneusement choisis en Afrique centrale et de l'Ouest. Pourquoi? Eh bien, un mot permet de répondre à cette question, les minerais. Peut-être que nous allons devoir aller un peu plus vite que cela, car nous avons tout un programme. Si vous pouviez simplement dire votre nom et votre pays, ce serait parfait. Merci, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Président Trump. Ces nations ont peut-être de petites économies, mais sous leur sol se trouvent certaines des ressources les plus précieuses au monde. Et bien sûr, les États-Unis veulent en profiter. Il s'agit de manganèse, de cobalt, de minerais de fer, voire de lithium, tous essentiels à la technologie que nous utilisons chaque jour, des smartphones aux véhicules électriques. La politique africaine de Trump semble adopter une devise qui circule à Washington depuis des années. Le commerce, pas l'aide. Les États-Unis constatent qu'ils perdent leur emprise sur l'Afrique. Et puisque la Russie et la Chine n'essaient pas de s'immiscer dans les affaires intérieures des nations africaines, ce qui est, bien entendu, très attractif pour ces pays africains, ces derniers se rangent naturellement du côté de la Russie et de la Chine. Ainsi, ce changement de politique étrangère en Afrique est mené par une personne nommée Massad Boulos, qui est le conseiller Afrique de Trump et également le beau-père de Tiffany Trump. Boulos aurait aidé à conclure des accords dans la région, notamment des pourparlers de paix entre le Rwanda et la République démocratique du Congo.
Ces initiatives pourraient permettre l'accès à davantage de zones riches en minerais, qui étaient auparavant considérées comme inaccessibles en raison de l'instabilité politique de la région. Alors pourquoi ces 5 pays en particulier? C'est une question très importante. Le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal ne sont peut-être pas des poids lourds sur la scène mondiale. Mais ce qu'ils offrent, c'est du potentiel. La Chine n'a pas encore établi de liens très solides avec eux, contrairement à la Zambie, l'Angola ou la RDC, où Pékin est impliqué dans l'exploitation minière et la construction d'infrastructures pour les populations de ces pays. Cela fait de ces États des terrains de choix pour les investissements américains aujourd'hui, à condition que les entreprises américaines soient réellement prêtes à prendre le risque, puisque la politique des États-Unis dans la région, qu'elle réussisse ou échoue, déterminera la rentabilité de ces investissements. Mais c'est là toute la difficulté. Beaucoup de ces pays se trouvent dans ou à proximité du Sahel, une zone d'instabilité en proie à la violence djihadiste. Comme vous le savez peut-être, le Mali a récemment déposé une plainte devant la justice, affirmant que l'Occident soutenait les djihadistes tout en aidant le Mali à les combattre. La plupart des entreprises occidentales ont été réticentes à s'engager dans des opérations à long terme dans la région. Ainsi, à moins que la sécurité ne s'améliore, alors que le Sahel fait de plus en plus appel à la Russie pour assurer la sécurité et l'assistance militaire, les intérêts du secteur privé américain risquent de ne pas suivre l'offensive de charme diplomatique de Washington. Et la sécurité devient une préoccupation croissante. L'armée américaine a déjà été expulsée de zones clés du Sahel. Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont expulsé les troupes américaines et françaises, choisissant plutôt de s'associer à la Russie. Ce sommet ne porte donc pas uniquement sur les affaires. Il s'agit aussi de verrouiller des partenariats stratégiques avant que la situation ne se détériore davantage pour les États-Unis, alors que leur influence dans la région décline. Mais il y a un autre élément à prendre en compte ici, la migration. La migration africaine vers les États-Unis par la frontière mexicaine est en hausse, notamment en provenance du Sénégal et de la Mauritanie. L'administration Trump envisage différentes options pour expulser les migrants, y compris les envoyer vers des pays africains tiers. Cela pourrait expliquer pourquoi ces pays ont été invités maintenant, dans une tentative de créer une bonne volonté politique ou même de conclure des accords en coulisses pour faciliter de futures expulsions ou renforcer la coopération en matière de contrôle des frontières. Parallèlement, les États-Unis ont renforcé les restrictions de voyage visant les pays africains, invoquant des taux de dépassement de visa et des problèmes de contrôle de sécurité. Le mois dernier seulement, l'équipe féminine de basket du Sénégal s'est vue refuser des visas pour un stage d'entraînement aux États-Unis. Il s'agit d'une relation complexe où diplomatie, politique migratoire et perception publique sont étroitement imbriquées. Malgré la rhétorique chaleureuse autour des opportunités économiques, la politique africaine de Trump ne va pas sans susciter de réactions négatives. Son administration a réduit drastiquement les budgets d'aide étrangère, faisant craindre des conséquences humanitaires et l'aggravation de la crise provoquée par des années de violence et de conflits. Une étude publiée dans The Lancet suggère que ces coupes pourraient entraîner plus de 14 millions de décès supplémentaires d'ici 2030. À cela s'ajoutent les nouvelles hausses de tarifs douaniers qui touchent les exportations africaines et les critiques estiment que les États-Unis donnent d'une main tout en reprenant de l'autre. Les responsables de l'Union africaine ont ouvertement remis en question la façon dont les États-Unis peuvent parler de partenariat, tout en imposant des politiques commerciales et de visas abusives. Beaucoup se souviennent du scandale de 2018, lorsque Trump aurait qualifié les nations africaines, et disons-le diplomatiquement pour YouTube, de pays pas vraiment formidables.
Cet héritage continue de jeter une ombre sur les efforts actuels, peu importe à quel point le communiqué de presse du sommet semble soigné. Il se pourrait bien que tout cela ne soit qu'un écran de fumée, et les dirigeants africains en sont conscients. La délégation libérienne serait repartie très insatisfaite et humiliée. Prenons l'exemple du Gabon. C'est l'un des 5 pays présents au sommet et désormais le site d'un nouveau projet minier soutenu par les États-Unis, la mine de potasse de Banyo à Mayumba. La Société américaine de financement du développement international vient d'annoncer qu'elle financerait des projets sur le site. Cela s'inscrit dans une stratégie plus large visant à réduire la dépendance du Gabon aux importations et à ouvrir la voie à des liens économiques plus profonds avec les États-Unis, notamment dans le secteur minier. Ainsi, si cette initiative réussit, elle pourrait servir de modèle pour la manière dont les États-Unis souhaitent s'engager avec l'Afrique à l'avenir. Bien sûr, tout en sécurisant des ressources vitales pour les industries américaines. Mais pour que ce modèle fonctionne, Washington doit surmonter des décennies de méfiance et prouver qu'il s'engage sur le long terme, pas seulement pour des sommets médiatisés, ni pour exploiter l'Afrique, mais pour permettre à ces nations de se développer économiquement et de relever un large éventail de défis sécuritaires, économiques et d'opportunités sociales qui existent sur le continent. Alors, que cherche vraiment à accomplir le sommet surprise de Trump sur l'Afrique? Il s'agit d'un pari à haut risque sur les minerais, la migration et la stratégie militaire, le tout sous la bannière de l'America First. Que cela débouche sur de véritables partenariats ou simplement sur une nouvelle série de promesses creuses dépendra de ce qui se passera après la réunion. Le monde observe attentivement, tout comme la Chine et la Russie, qui sont d'ailleurs très bien accueillis par de nombreux États africains cherchant à diversifier leurs risques et à s'engager avec plusieurs partenaires en matière de commerce, d'investissement et de sécurité. J'espère que cette courte vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, montrez votre soutien. Aimez, abonnez-vous et partagez. Cela m'aide énormément. Soutenez mon travail sur Substack et Patreon. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. J'aimerais beaucoup vous y retrouver et j'ai hâte de vous revoir ici très bientôt. À bientôt. Bye for now.